Elle avait 22 ans, était sans abri et n'avait absolument pas d'argent en banque. Personne à qui téléphoner, juste un sac à dos et 9 € qu'elle avait économisés en une semaine. Et pourtant, elle a dépensé la totalité de la somme pour un wagon de chemin de fer rouillé. Le wagon était abandonné au bout d'une voie désaffectée dans les collines de Virginie occidentale. Les gens disaient qu'elle avait perdu la raison et ils appelaient cette chose une ferraille sans valeur. Mais ce que personne ne réalisait, c'est qu'à l'intérieur de ce vieux wagon, scellé derrière un panneau, ce panneau n'avait pas été ouvert depuis plus de 4 décennies et demie et contenait quelque chose qui allait tout changer. Avant de continuer, si ce genre d'histoire vous touche, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Nous adorons voir jusqu'où ces histoires se répandent. May Boone venait d'une famille qui n'avait pas laissé un grand héritage. Non parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils n'avaient jamais assez à transmettre. Sa mère travaillait comme serveuse dans un relais routier à la périphérie de Charleston. Son père conduisait un camion de livraison jusqu'à ce que son dos lâche, et l'entreprise a fait faillite. Il vivait dans un parc de maisons mobiles près de la route 60, du genre avec des zones de gravier et des clôtures en grillage. À l'entrée, il y avait une laverie automatique qui était perpétuellement en panne. May partageait une chambre avec sa sœur cadette jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans. Après cela, sa sœur a déménagé dans l'Ohio pour vivre avec une tante, tandis que May est restée parce qu'il fallait quelqu'un pour aider sa mère avec les dépenses. Elle a quitté l'école à 17 ans pour occuper un emploi à temps plein. Au début, elle a travaillé au même relais routier que sa mère, faisant la vaisselle et débarrassant les tables. Ensuite, elle a obtenu un emploi dans une supérette à la périphérie de la ville, tenant la caisse de 6 € à 14 €. Elle réapprovisionnait les étagères de 14 € à 18 € et elle le faisait bien. Ce genre de compétence venait du fait d'être attentive et de ne jamais râler. En d'autres termes, c'est le genre de compétence qui attire rarement l'attention et qui n'est presque jamais récompensée. May avait 20 ans lorsque sa mère est décédée. Selon le médecin, il s'agissait d'une insuffisance cardiaque, le terme clinique désignant le fait qu'une vie de travail excessif, de nutrition inadéquate et de sommeil insuffisant avait finalement fait des ravages. May l'a enterrée dans le cimetière local avec des fonds qu'elle avait empruntés au propriétaire de la station routière. Le propriétaire, un homme nommé Hal, lui a permis de rembourser en mensualité de 20 $ déduite de son salaire. Il lui a fallu 9 mois pour rembourser la dette. Lorsqu'elle a effectué le dernier paiement, elle se tenait dans le bureau de Hal et a ressenti une émotion inattendue, non pas du soulagement, mais un sentiment de vide. C'était comme si la dette avait été le dernier lien avec son existence antérieure et une fois rompue, elle se sentait à la dérive. La caravane a été reprise par le prêteur. 2 mois plus tard, May est revenue du travail et a trouvé un avis à poser sur sa porte lui donnant 72 heures pour quitter les lieux. Elle a fourré ce qu'elle pouvait dans son sac à dos, a abandonné le reste et a marché jusqu'à la gare routière Greyhound de Charleston. Elle avait 38 $ sur elle et aucune destination particulière prévue. Elle a voyagé en bus pendant un certain temps sans direction particulière, simplement bougé comme le font les gens quand rester sur place semble plus insupportable que le mouvement sans but. Chaque fois que possible, elle dormait dans les gares, se blottissant sur des bancs avec son sac à dos comme oreiller et sa veste posée sur ses épaules. Elle se nourrissait d'articles des distributeurs automatiques et des comptoirs de plats chauds dans les stations-service. Le genre de nourriture qui satisfait la faim sans nourrir, des sandwichs sous cellophane et des paquets de chips. Et du café qui avait le goût de la machine dont il sortait. Elle se lavait le visage dans les toilettes des aires de service autoroutières, se penchant sur les lavabos sous un éclairage fluorescent. Elle observait son reflet dans des miroirs perpétuellement ternis et impitoyables. Elle maîtrisait l'art de passer inaperçue et de prendre le moins de place possible. Elle avait appris à se percher dans un coin, un livre à la main, avec l'air d'attendre quelqu'un qui pourrait surgir à tout moment. C'était sa routine depuis 60 jours. 60 jours de voyage sans but, 60 jours à regarder les villages défiler par les fenêtres du car et à réfléchir à la sensation de s'arrêter. Non pas simplement cesser de bouger, mais cesser d'exister en transit, être à destination plutôt qu'en route vers elle. Vider une valise et ne jamais la refaire. De toute sa vie, elle n'avait jamais fait cela ni dans la caravane, ni dans aucun appartement qu'elle avait occupé avant. Défaire ses bagages signifiait croire que l'on serait autorisé à rester, et May avait appris jeune qu'une telle foi était un privilège hors de sa portée.
De plus, c'est à bord d'un car allant de Huntington à une localité nommée Hinton qu'elle surprit une conversation qui changea le cours de son existence. Deux hommes, assis devant elle, parlaient d'une vente aux enchères de ferraille ferroviaire qui devait avoir lieu ce week-end dans le comté de Summers. Ils étaient du genre à porter des bottes de travail, des chemises à carreaux, des gens familiers avec les machines, le métal et la valeur des objets évalués au poids. La compagnie ferroviaire avait liquidé du matériel roulant obsolète, des voitures retirées du service qui avaient croupi sur des voies de garage abandonnées pendant des décennies. La plupart étaient considérées comme de la ferraille, mais l'un des hommes mentionna une voiture de voyageurs. Une voiture-lit Pullman vintage des années 40, reposant sur une courte section de voie abandonnée près d'un village nommé Talcott. Personne n'avait fait d'offre lors de la précédente vente aux enchères, et la compagnie ferroviaire la vendait pour 9 € simplement pour l'effacer de ses registres. L'acheteur obtenait la voiture et le droit d'utiliser les 60 et un mètre de voie sur laquelle elle reposait. Les rails appartenaient à une compagnie ferroviaire en faillite qui avait cessé ses activités. 9 €. May se pencha un peu en avant, resta silencieuse et se contenta d'absorber les mots. Pendant plusieurs minutes supplémentaires, les hommes ont poursuivi leur discussion sur l'automobile. Selon l'un, le véhicule était complètement rouillé, tandis que l'autre suggérait que l'intérieur s'était probablement dégradé. Tous deux ont convenu que le coût du carburant pour se déplacer et l'inspecter n'était pas justifié. Ensuite, ils sont passés à une discussion sur un match de football, mettant fin à la conversation précédente. Cependant, pour May, un changement s'était produit. Elle s'est inclinée dans son siège et a regardé par la fenêtre les collines verdoyantes qui se déplaçaient le long d'un wagon de chemin de fer. Un endroit avec des murs, un plafond et une porte verrouillable, fixés immobiles sur une section de rail. Pour une personne qui voyageait depuis 60 jours, le concept d'un objet immobile semblait presque irrésistiblement attrayant. À l'arrivée du bus à Hinton, May est descendue et a trouvé le bureau du greffier du comté. Le bâtiment avait une odeur de vieux documents et de solutions nettoyantes aux agrumes où elle s'est renseignée sur le wagon de chemin de fer. Une femme au visage aimable dans la quarantaine aux cheveux bouclés, la greffière a récupéré l'entrée sur son ordinateur Wagonlit Pullman Standard. Fabriqué en 1946 et retiré en 1978, il repose maintenant sur une voie de garage désaffectée à environ 2 km à l'est de Talcott. Comté de Summers, proposé en l'état avec une offre de départ de 10 $. La greffière leva les yeux vers May. L'annonce est en ligne depuis 8 mois sans aucune offre. Êtes-vous intéressé? May a déposé 10 $ sur le comptoir. Pendant un instant, la greffière examina May, non sans chaleur, mais avec l'œil vigilant de quelqu'un qui a rencontré de nombreuses personnes optimistes. Les personnes optimistes font souvent des choix imprudents. Sachez qu'il n'y a pas d'accès motorisé à cette voie de garage. C'est une randonnée de 6 km depuis la route goudronnée la plus proche. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de commodité. Je comprends cela, May. Oui, répondit May. La greffière a saisi les données, a produit un document depuis l'imprimante et l'a poussé par-dessus le comptoir. Apposez votre signature en bas. Cet après-midi-là, May apposa sa signature, puis se mit en route à pied pour Talcott. Le trajet depuis Hinton, en empruntant la route 3 le long de la New River, dura environ 90 minutes. Cette rivière, large et verte, coulait à travers la vallée nichée entre des pentes abruptes et densément boisées. La route restait calme. Occasionnellement un camion passait, et un fermier sur son tracteur dans un champ faisait signe. L'odeur mêlait l'eau de la rivière et le pain chauffé, le tout subtilement mélangé à une légère odeur métallique de vieux rails. Au-dessus de la crête, des bus traçaient des cercles paresseux dans les courants ascendants, apparaissant comme de minuscules silhouettes sombres tournant doucement dans le ciel bleu. Après avoir traversé un pont enjambant la New River, elle s'arrêta à son milieu pour regarder en bas. L'eau semblait profonde et transparente, coulant rapidement. Elle était d'un vert profond dans l'ombre et argentée, là où le soleil la frappait. Au fond de la rivière, elle pouvait apercevoir des pierres, arrondies et lisses, polies par un millénaire d'eau courante. Une vibration subtile traversait le pont sous ses semelles. En raison de la puissance de l'eau, elle resta immobile plusieurs minutes, observant la rivière et ressentant la résonance du pont. Il y avait quelque chose d'apaisant dans toute cette scène. Cette rivière existait bien avant son arrivée et existera bien après son départ. De plus, elle ne se souciait d'aucune de ses angoisses. Elle continuait simplement son cours. Talcott n'était guère plus qu'un hameau. Elle comprenait un bureau de poste, une église, une caserne de pompiers volontaires et quelques maisons dispersées le long de la route.
À la périphérie de la ville, une plaque historique faisait référence à John Henry et au tunnel de Big Ben. C'était le légendaire perceur d'acier qui avait affronté une foreuse à vapeur pour percer la montagne, en était sorti vainqueur, puis était mort en serrant encore son marteau. May choisit de ne pas s'arrêter pour lire le panneau. Au lieu de cela, elle chercha la voie secondaire, qu'elle situa à environ 6 km au-delà de la ville. Un chemin de gravier se détachait de la route principale, serpentant à travers un bosquet de noyers et de chênes rouges jusqu'à aboutir à une porte rouillée. Une chaîne était attachée au portail, mais elle pendait mollement car la serrure était endommagée. Au-delà du portail, une étroite piste de terre suivait l'ancienne voie ferrée dans la forêt. Les rails métalliques subsistaient, partiellement recouverts de terre et de feuilles mortes. Les traverses pourrissaient mais conservaient encore leur forme. Des champignons poussaient à côté des traverses, tandis que des fougères se déroulaient dans les interstices entre les rails. Le sentier était tellement envahi par la végétation qu'elle devait parfois se frayer un chemin à travers les branches qui le traversaient. Le feuillage effleurait ses bras et ses joues. May suivit la piste pendant environ 10 minutes, la forêt était dense de chaque côté. La couverture végétale était si épaisse que la lumière de l'après-midi filtrait en faisceaux vert doré qui vacillaient et dansaient avec le vent agitant les branches. Les oiseaux gazouillaient haut dans la cime des arbres et un écureuil fila le long d'un tronc tombé avant de disparaître. Sous les arbres, l'air était plus frais de 10 degrés Celsius par rapport à la route. Il portait l'odeur de la mousse et des feuilles en décomposition, ainsi qu'une douceur qu'elle supposait venir de raisins sauvages. Puis elle l'apprechut. Le wagon de chemin de fer reposait sur les 60 et un dernier mètre de voie, se terminant par un butoir rouillé englouti par le kudzu. Il s'étendait plus loin qu'elle ne l'avait imaginé environ 24 mètres, un immense wagon-lit Pullman avec un toit en dôme et des parois en acier maintenues par des rivets. À l'origine, sa peinture était d'un vert profond, rappelant une monnaie vieillie. Cependant, une grande partie de la peinture s'était estompée et écaillée, révélant des taches de corrosion et du métal à nu. Des rangées de fenêtres s'étendaient de chaque côté, la majorité était encore intacte, bien que ternie par des années de saleté. À une extrémité, une porte de vestibule étroite était entr'ouverte, son escalier abaissé dans le sous-bois. May resta sur la voie, regardant le wagon. Dans une petite clairière, la voiture était positionnée, des arbres l'entourant de 3 côtés. De longs rayons obliques du soleil de fin d'après-midi filtraient à travers la canopée, illuminant la poussière et le pollen flottant dans l'air. Le véhicule était massif, immobile et silencieux. Il semblait venir d'une autre époque, et c'était bien le cas. Elle se fraya un chemin à travers les mauvaises herbes jusqu'à l'entrée et monta l'escalier étroit. Bien que la porte fût lourde, elle céda, elle la poussa et entra. À l'intérieur, il faisait sombre et exigu, avec un long couloir s'étendant sur toute la longueur du wagon. De chaque côté, des compartiments partaient du couloir, chacun avec une banquette pouvant être transformée en couchette. Le tissu était décoloré et déchiré, certaines zones se dégradant, mais les structures restaient solides. Des lambris en bois foncé probablement en acajou ou en noyer recouvraient les murs, leur éclat terni par la saleté mais sans dommage. Un tapis recouvrait le sol, usé jusqu'à la trame dans le couloir, mais encore entier à l'intérieur des pièces. Un plafond voûté était également lambrissé de bois, avec de petites lampes en laiton qui avaient développé une patine verte due à l'oxydation. L'odeur était celle du bois vieilli et de la poussière. Avec une pointe de métal, un parfum typique des structures restait fermé pendant une longue période. L'atmosphère était calme et fraîche, environ 11 degrés Celsius de moins qu'à l'extérieur. May se promena délibérément le long du couloir, jetant un coup d'œil dans chaque compartiment. Au total, il y avait 12 espaces de couchage, avec 6 de chaque côté vers l'arrière du wagon. Au-delà du dernier compartiment, une porte étroite avec une poignée en laiton était présente. Elle tenta de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Elle examina la poignée. Contrairement aux autres, cette poignée était plus robuste et lourde. Fabriquée en acier plutôt qu'en bois, la porte était montée dans un cadre en acier soudé à la structure du wagon. Ce n'était pas une pièce d'origine du véhicule, elle avait été ajoutée après. May tira à nouveau sur la poignée. La serrure était un verrou à peine dormant, vieilli mais robuste. Sans clé, elle retourna dehors et se déplaça de l'autre côté du wagon, cherchant un autre point d'entrée. Une petite fenêtre était placée en hauteur, mais elle était solidement fermée et recouverte de l'intérieur par quelque chose de sombre. Elle rentra et examina la porte avec plus d'attention. Les charnières étaient montées à l'extérieur, elles étaient robustes et peintes, mais les goupilles étaient accessibles.
Agée découvrit une fine tige de ferraille parmi les mauvaises herbes à l'extérieur du wagon. Elle la rapporta et l'utilisa pour faire sauter les goupilles des charnières une par une, travaillant avec soin pour ne pas endommager le cadre. Cela prit près de 60 minutes. Une fois la dernière goupille délogée, elle retira la porte du cadre et l'appuya contre le mur du couloir. Derrière la porte se trouvait une chambre à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle comprenait la partie arrière du wagon, d'environ 4-5 mètres de long, entièrement scellée. Les fenêtres avaient été obstruées par des plaques d'acier soudées au cadre de l'intérieur, expliquant leur aspect sombre de l'extérieur. La chambre n'était éclairée que par la lumière entrant par la porte ouverte derrière elle, et elle était remplie. Des étagères en bois tapissaient les 2 murs du sol au plafond. Des boîtes de cigares étaient soigneusement disposées en rangées, beaucoup d'entre elles, peut être une centaine. Chacune avait une marque, une couleur et une taille différentes. Mais elles étaient toutes empilées méticuleusement, les étiquettes tournées vers l'extérieur, organisées avec un soin évident. May prit la boîte la plus proche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets de banque bien roulés, maintenus par des élastiques qui avaient séché et craquelé avec l'âge. Elle ouvrit une autre boîte. De l'argent aussi, celle-ci contenait des pièces de monnaie, des dollars en argent ancien. Un conteneur, lourd et lisse, contenait des certificats d'action pliés, tandis qu'un autre contenait des pièces d'or rangées dans de petites pochettes en feutre. May s'est abaissée pour s'asseoir par terre. Un rectangle de lumière chaude provenant de la porte éclairait les étagères. Partout où elle regardait, il y avait des boîtes à cigares s'étendant d'un côté de la pièce secrète à l'autre extrémité. Elle passa 3 heures à compter. Assise sur le sol de cette pièce en acier hermétique, elle ouvrit chaque boîte individuellement et compta leur contenu. Alors que certaines boîtes contenaient quelques centaines de dollars, d'autres en contenaient des milliers. Les pièces étaient en argent et en or ancien. Même si elle ne connaissait pas leur valeur exacte, elle voyait qu'elles valaient plus que leur montant nominal. Les billets de banque s'élevaient à 38 400 dollars. Elle ne put évaluer précisément les pièces et l'or, mais elle découvrit plus tard qu'ils valaient 14 000 dollars supplémentaires. Les certificats d'action provenaient de sociétés disparues. Bien que sans valeur en tant qu'investissement, c'étaient des objets historiques fascinants. Cachée derrière une rangée de boîtes à cigares sur l'étagère du bas, elle découvrit une boîte à lunch en métal. C'était un modèle ancien avec un couvercle arrondi et une fermeture. À l'intérieur de la boîte à lunch se trouvait une lettre pliée et une photographie en noir et blanc. L'image montrait un homme debout à côté d'un wagon de chemin de fer. Il semblait avoir la 50aine ou la 60aine, mince, vêtu d'une salopette et d'une casquette de cheminot. Son visage était buriné et bronzé par le soleil. Derrière lui, le wagon avait une couche de peinture fraîche. La peinture vert foncé était nette et impeccable. Les fenêtres sans tache, et il arborait un léger sourire, avec une main posée sur le côté du wagon comme s'il s'appuyait sur un support fiable. La lettre était écrite à la main sur du papier, lignée en lettres majuscules. Écoutez les capitales, je suis Earl Boone. Pendant 37 ans, j'ai été employé par le chemin de fer C.O., d'abord comme freineur, puis comme conducteur, et enfin comme superviseur de la cour de triage jusqu'à la fermeture de la ligne en 1978. J'ai acheté ce véhicule avec mon indemnité de licenciement de 45 € et ils étaient heureux de s'en débarrasser. Depuis 1978, j'ai caché de l'argent dans cette voiture. Je n'ai aucune confiance dans les banques. En 1933, mon père a tout perdu et je ne l'ai jamais oublié. L'argent que j'ai accumulé a été gagné et économisé par des moyens honnêtes. Si un membre de la famille trouve ceci, qu'il sache que je n'ai jamais cessé de penser à eux. J'avais un fils nommé Robert qui est parti en 1972 et je ne sais pas où il se trouve. S'il a des descendants, ce sont mes proches. Et cet héritage est à eux. Earl Boone, résident à Talcott, Virginie-Occidentale, mars 1998. May a lu la lettre 3 fois, puis l'a retournée et l'a lue une autre fois. Robert Boone, c'était le nom de son père. En tant que jeune homme, il était parti et n'avait jamais parlé de ses origines. Il avait conduit un camion de livraison et résidait dans un parc de caravanes. Jamais il n'a mentionné un père, un chemin de fer ou une ville nommée Talcott. Earl Boone s'est avéré être son grand-père. May était assise dans une chambre sombre et hermétique à l'extrémité d'un wagon de chemin de fer rouillé dans les collines de Virginie-Occidentale. Ses larmes n'étaient ni silencieuses ni polies, mais plutôt le genre de pleurs qui jaillissent d'un endroit si profond à l'intérieur que son existence était inconnue.
jusqu'à ce que quelque chose le fende. Les larmes ont coulé pour le grand-père qu'elle n'a jamais connu, et pour son père, pour le père qui était parti à 10 à 7 ans et n'était jamais revenu, pour la mère qui s'était tuée à la tâche jusqu'à la tombe, pour la mobil-home sur la route 60, le cimetière municipal, les gares de Greyhound et tous les endroits qu'elle avait visités et qui ne lui avaient jamais semblé être chez elle. Elle pleurait parce que Earl Boone, un étranger dont elle n'avait appris l'existence que quelques minutes plus tôt, avait consacré 20 ans à entasser des billets dans des boîtes à cigares à l'intérieur d'un wagon de train pour une personne dont il n'était pas certain qu'elle apparaîtrait un jour. Il avait espéré et il avait attendu. Il avait écrit une note, l'avait placée dans une boîte à lunch et l'avait cachée derrière la dernière rangée de conteneurs, sur l'étagère la plus basse, puis il était décédé. Le wagon était resté dans ses bois pendant un quart de siècle supplémentaire, silencieux, scellé et rempli de toutes ses affaires conservées. Si cette histoire vous captive, veuillez faire une pause pour vous abonner. Votre abonnement nous permet de continuer à produire des récits comme celui-ci. Partagez également dans les commentaires. Avez-vous déjà découvert quelque chose sur vos proches qui a changé votre perspective sur votre propre existence ? Le lendemain matin, May retourna à Hinton et déposa l'argent liquide, les billets, à la banque. L'employé de banque compta le montant 2 fois. May ouvrit un compte d'épargne et un compte courant, puis sortit au soleil, se sentant comme si elle portait les chaussures d'une autre personne. Tout semblait changer. L'atmosphère, la luminosité, la sensation du sol sous ses semelles. Elle était entrée dans la banque en tant que sans-abri portant un sac à dos. Elle est repartie en tant que personne avec 38 400 $ déposés, plus un wagon de train dans la forêt et la note de son grand-père dans sa poche. Cet après-midi-là, elle acheta un pick-up d'occasion, une Ford F-150 de 2000, un équipé d'une cabine de camping. Elle paya 3 400 $ pour cela à un habitant de Hinton qui s'en débarrassait parce que ses genoux étaient devenus trop faibles pour grimper à l'intérieur. Il avait 244 620 km au compteur et un lecteur de cassette dans le tableau de bord qui fonctionnait encore. Le véhicule a été ramené sur la piste de gravier près de Talcott et laissé à la porte d'entrée. Pendant les 2 premières semaines, elle a habité à l'intérieur du pick-up. Chaque matin, elle allait en ville chercher des provisions, puis se rendait à pied le long du sentier jusqu'au wagon de chemin de fer pour travailler. Sa première action a été d'ouvrir complètement le wagon. Une par une, elle a forcé l'ouverture des fenêtres hermétiquement fermées. À l'aide d'un pied de biche de l'intérieur, elle a retiré les panneaux d'acier, permettant à la lumière du soleil d'entrer dans le compartiment caché après de nombreuses années. Toutes les fenêtres du couloir ont été ouvertes et les portes du vestibule ont été calées ouvertes à chaque extrémité. La brise de montagne pouvait circuler sur toute la longueur du wagon. Ce courant a éliminé l'air moisi, la poussière et l'odeur accumulée pendant 45 ans d'immobilité. Au cours des 10 jours suivants, elle a nettoyé soigneusement l'intérieur. Elle a balayé le couloir et les pièces, arraché la moquette dégradée et découvert des planches de bois en dessous. Le revêtement de sol était en chêne avec un système à rainures et languettes, sali mais intact. Avec du savon à l'huile Murphy et des chiffons doux, elle a nettoyé les panneaux d'acajou, s'attaquant à chaque zone successivement. Sous sa main, le bois sombre a retrouvé vie, son grain émergeant comme s'il remontait des profondeurs de l'eau. Les lampes en laiton ont été descendues et plongées dans une solution de vinaigre et de sel jusqu'à ce que la patine verte disparaisse, laissant le métal avec un éclat doré chaud. Le premier mois a été consacré à la structure. Un soudeur de Hinton a été amené pour examiner le châssis inférieur et le châssis en acier. Le wagon avait été construit en pensant à la durabilité. Avec une construction Pullman lourde, le châssis est resté robuste malgré une corrosion superficielle. Le soudeur a réparé plusieurs sections du plancher où l'humidité avait provoqué la dégradation et a renforcé les marches du vestibule avec des cornières neuves. Il lui a facturé 830 € et lui a assuré que le wagon était en bon état. Elle a appliqué une isolation en panneaux de mousse rigide sur les murs et le plafond. Chaque pièce a été découpée pour épouser l'intérieur incurvé, puis fixée avec de la colle de construction. Par-dessus la mousse, elle a installé de minces panneaux de contreplaqué qu'elle a teintés pour reproduire la couleur acajou d'origine. La voiture a été complètement transformée par l'isolation. La coque en acier, auparavant glaciale la nuit et brûlante le jour, est devenue stable et silencieuse, sans plus de courant d'air. Plus aucune condensation ne se formait. La voiture ne ressemblait plus à un moyen de transport, mais plutôt à un bâtiment. Au cours du 2e mois, elle s'est concentrée sur la plomberie et les travaux électriques.
Elle a posé un tuyau en PVC depuis une source découverte à environ 365 mètres en amont de la voiture. Le tuyau a été enterré dans une tranchée qu'elle a creusée manuellement sur une période de 5 jours. La source, jaillissant d'une paroi rocheuse calcaire sous un bosquet de pruches, était puissante et pure. À côté de la voiture, elle a construit une plateforme et y a placé un petit réservoir d'eau alimenté par gravité depuis la source. Des tuyaux ont été raccordés à un évier de cuisine et à une salle de bain compacte qu'elle a construite dans l'une des zones de couchage. Elle a commencé par un générateur pour fournir de l'électricité. Suivant le conseil d'un homme qu'elle a rencontré dans une quincaillerie à Hinton, elle a installé un petit système de panneaux solaires. Le système comprenait 4 panneaux montés sur un support à côté de la voiture, avec un parc de batteries placé sous le véhicule. Logé dans un conteneur étanche, il ne produisait pas une énorme quantité d'électricité. Néanmoins, cela suffisait pour l'éclairage, la recharge d'un téléphone et l'alimentation d'un petit réfrigérateur. Les compartiments de couchage ont été rénovés individuellement. Elle a retiré les vieux lits pourris et les a reconstruits avec du bois de pin et un nouveau rembourrage composé de mousse enveloppée dans de la toile. Chaque compartiment s'est transformé en un espace indépendant minuscule, tout juste assez spacieux pour un lit et une étroite étagère. Son compartiment préféré était réservé à son usage personnel, celui le plus proche de l'arrière du wagon, avec une fenêtre donnant sur les arbres. Un rideau était drapé sur l'entrée et une lampe de lecture était placée sur l'étagère. Cette première nuit, elle s'allongea sur la couchette fraîche, absorbant les bruits de la forêt de Virginie occidentale. Des grillons, un hibou lointain et le doux cliquetis métallique de la structure en acier du wagon se contractant dans la nuit fraîche parvenaient à ses oreilles. De plus, elle percevait le gémissement des ressorts sous elle alors qu'ils s'adaptaient à la forme de son corps. Après 4 mois, le wagon de chemin de fer était devenu un véritable chez-soi. La zone centrale abritait sa cuisine, créée en fusionnant 2 compartiments après avoir abattu le mur de séparation. Elle comportait une cuisinière au propane avec 2 brûleurs et un évier alimenté en eau de source courante. Pour le plan de travail, elle utilisa une dalle de bois de cerisier offerte par un bûcheron de Talcott en remerciement de l'avoir aidé à réparer une clôture. La partie avant du wagon servait de salon. Un poêle à bois compact fut installé, son tuyau d'évacuation sortant par le toit, l'espace fut scellé à l'aide de solin et de silicone. Lors d'une vente de garage à Hinton, elle découvrit 2 fauteuils. En utilisant de vieilles traverses de chemin de fer qu'elle coupa, ponça et empila, elle construisit une bibliothèque. Les boîtes à cigares d'Earl furent conservées, nettoyées, puis placées de manière ordonnée sur une étagère au-dessus du plan de travail de la cuisine. Les étiquettes étaient tournées vers l'extérieur, disposées exactement comme il les avait arrangées. Elle utilisa plusieurs d'entre elles comme récipients de rangement. Elles contenaient désormais des sachets de thé, des allumettes, de petits outils et des paquets de graines, mais 3 boîtes furent délibérément laissées vides. Il les avait laissées ainsi pour illustrer qu'un contenant n'a pas besoin d'être complètement plein pour avoir de la valeur. Parfois, les vides contiennent l'élément le plus crucial, la place pour ce qui nous attend. Peu à peu, les habitants de Talcott apprirent à la connaître. Un formulaire de changement d'adresse attira l'attention de la receveuse des postes. Par un matin frisquet, le chef des pompiers volontaires aperçut de la fumée s'élevant d'une cheminée de poêle à bois et alla vérifier. S'attendant à un feu de broussailles, il découvrit une jeune femme, de la sueur dans les cheveux, en train de préparer du café à l'intérieur d'un wagon de chemin de fer. Dans une localité de 300 habitants, les nouvelles circulent vite et avec des détails supplémentaires. Au cours du premier mois, presque tout le monde à Talcott avait entendu l'histoire. La petite fille d'Earl Boone était de retour. Les personnes âgées se souvenaient d'Earl comme d'un homme réservé qui restait dans son coin, passant la majeure partie de sa vie à travailler sur le chemin de fer. Il a pointé pendant 37 ans sans aucune absence, un record au dépôt C&O de Hinton. Chaque samedi matin, quel que soit le temps, il marchait jusqu'en ville pour acheter des provisions et un journal, toujours coiffé de sa casquette de cheminot familière et vêtu de sa veste en toile. Il achetait du café à l'épicerie, puis s'asseyait sur le banc dehors, le sirotant tranquillement tout en observant les véhicules sur la route 3. Il y avait peu de circulation et il saluait les passants d'un signe de tête. De temps en temps, il disait bonjour, mais il ne parlait jamais de sa vie personnelle, de sa famille, ni d'un fils ou d'un petit enfant. Comme personne ne semblait l'attendre chez lui, les gens supposaient qu'il était un solitaire qui appréciait la solitude. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il avait subi une perte qu'il n'avait jamais pu exprimer.
On m'a dit qu'il est décédé en 2003 d'une crise cardiaque, seul chez lui, à la périphérie de la ville. L'habitation ne comprenait que 2 pièces et une cuisine. Lorsqu'elle a été vidée après sa mort, elle ne contenait presque rien. Il y avait un lit, une table, une radio et une armoire remplie d'uniformes de cheminots, encore repassés et sur cintre, bien qu'ils n'aient pas été portés depuis un quart de siècle. Personne n'était au courant du wagon de chemin de fer, de l'argent, de la lettre dans la boîte à lunch, des boîtes à cigares sur les étagères, ni de rien de tout cela. Comme il gérait tout le reste dans sa vie, Earl a gardé son secret en silence et jusqu'à la toute fin. Un après-midi, une femme de 87 ans nommée Opal, qui avait toujours vécu à Talcott, m'a apporté un plat mijoté. Avec cela, elle a apporté une photo qu'elle avait découverte dans un tiroir en cherchant autre chose. La photo était minuscule, monochrome, avec des bords festonnés et un pli en son centre, représentant un homme debout à côté des voies ferrées près du tunnel Big Ben. Il semblait avoir entre 50 et 60 ans, mince et usé, vêtu d'une salopette et d'une casquette de cheminot. À côté de lui, serrant sa main et levant les yeux, se tenait un petit garçon d'environ 4 ou 5 ans. L'enfant avait les cheveux foncés et une expression solennelle, tenant la main d'Earl avec ses 2 mains, comme le font les petits quand ils se trouvent dans un environnement trop vaste. Et ils ont besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. C'est Earl, a fait remarquer Opal, et le petit garçon est Robert, son fils. J'ai pris cette photo moi-même. C'était aux alentours de 1970 ou 1971. Earl emmenait ce garçon partout avec lui. Et je n'ai jamais vu un homme aimer un enfant aussi profondément. Elle a cessé de parler quand Robert est parti. Pendant une année entière, Earl n'a parlé à personne, pas un seul mot. Il allait simplement à son travail puis rentrait chez lui. Il s'asseyait sur son porche, fixant la route, comme s'il attendait que quelqu'un réapparaisse. Ce petit garçon était le père de May. May a placé la photo sur l'étagère, à côté de la lettre d'Earl à l'intérieur de la boîte à lunch. Chaque matin en préparant le café, elle la regardait. Le grand-père, le père, la petite-fille. 3 générations reliées par un wagon de chemin de fer, quelques boîtes à cigares et une lettre disant qu'ils n'ont jamais été oubliés. 3 personnes qui n'avaient jamais occupé une seule pièce en même temps, mais qui étaient liées par une force plus puissante que l'existence physique. À travers la lignée, à travers le chagrin, à travers l'impitoyable pulsion humaine de laisser un héritage à un étranger que vous ne rencontrerez peu, être jamais. Un soir d'octobre, May était assise sur les marches du quai du wagon de train, observant le coucher du soleil qui filtrait à travers la forêt. Le feuillage changeait de couleur, les collines formaient une mosaïque d'orange, de rouge et d'or. Les teintes étaient si vives que toute la vallée semblait en flammes. La brise était fraîche et portait l'odeur du bois. Elle pouvait distinguer l'arôme de la fumée de son poêle, l'odeur des feuilles mortes et le subtil goût métallique des vieux rails sous ses pieds. Son esprit vagabonda vers Earl. Un homme qui a travaillé sur le chemin de fer pendant 3 décennies et demie et qui en a ensuite acheté une partie après avoir été mis de côté. Il a jadis occupé ce même wagon dans cette même clairière, observant les mêmes collines changer de teinte automnale sous le même soleil d'octobre. Il cachait ses économies dans des boîtes à cigares, se méfiant des institutions financières depuis que son père avait été ruiné par la Grande Dépression de 1933. C'est parce que certaines leçons marquent si profondément qu'elles définissent toute une existence. Elle réfléchit au concept de préservation, non pas simplement de la monnaie, mais de quelque chose de bien plus difficile à exprimer. Peut-être s'agit-il de la foi, la certitude qu'une personne finira par arriver, que l'objet que vous construisez, caché ou protégé, aura de l'importance pour une autre âme, même si vous ne vous croisez jamais. Pendant plus de 2 décennies, Earl avait accumulé des ressources pour une famille dont il ignorait l'existence. Il rédigea un message adressé à un individu qu'il ne pouvait pas visualiser. Il glissa la lettre dans une boîte à lunch et la plaça sur l'étagère la plus basse, derrière la dernière pile de boîtes à cigares. Ensuite, il fut patient. Une fois la période d'attente terminée, quand la seule action restante était de s'accrocher à l'espoir. Il est décédé dans la solitude, à l'intérieur d'une résidence située à la périphérie du village. Tout a été abandonné à l'obscurité, mais l'obscurité n'a pas réussi à le retenir. Telle est la nature singulière de ce que nous abandonnons. Il ne reste jamais caché indéfiniment. Finalement, quelqu'un viendra chercher. Une personne peut retracer une conversation surprise dans un bus, un document public sur un site web ou une carte dessinée à la main dans une enveloppe. Une autre suit une piste boueuse dans la forêt et découvre une porte que personne d'autre n'a envisagé d'ouvrir.
C'est le moment où la conservation s'avère précieuse non pas pour celui qui l'a gardée, mais pour celui qui la découvre. L'individu debout dans la clarté d'une entrée ouverte, contemplant pour la première fois ce qu'un étranger avait préservé pour lui tout ce temps. May Boone, âgée de 22 ans, était sans domicile. Elle ne possédait que 10 dollars, qu'elle a utilisés pour acheter un wagon de train rouillé au bout d'une voie ferrée dans les montagnes de Virginie occidentale. Ces 10 dollars se sont avérés être l'investissement le plus rentable qu'elle ait jamais fait. Si cette histoire vous a touché, veuillez vous abonner à la chaîne et la transmettre à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Aussi, dans la section des commentaires, dites-nous quel est l'objet le plus significatif que quelqu'un vous ait jamais laissé. Nous sommes impatients d'écouter votre histoire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.